My name is Chris Frostron. As I said, I'm the International Engagement Manager at the Wildfowl and Wetlands Trust, and I am the co-chair for WWN alongside Agatha Chisha, who hopefully will join us at some point today. WWT is an IOP to Ramsar, so we have a long history of working with Ramsar, and we were involved in the launch of the World Wetland Network in 2008 at COP10 for the Convention on Wetlands. We all have around 230 members now across the globe, with 80 members in Africa alone. And the network is very active and is led by a group of people who form the committee that manages that. We do a lot of work around facilitating the input of NGOs to the Ramsar Convention on Wetlands, both at the conferences of the parties, but also in between, where we run things like the World Wetlands Survey. We support local NGOs, and we run various different projects which give local NGOs who are working on wetlands support to deliver what they need to support the objectives of the Ramsar Convention. The next conference of the parties, COP15 for Ramsar, will take place in Zimbabwe in 2025. And one of Agatha's key roles will be about helping us to prepare for that COP, as she is based in Zambia and works very closely with many of the organizations in the region. So she is definitely someone who is going to be able to facilitate our involvement in the COP and help us to engage locally whilst we're there. You can see the agenda. I don't know whether we want to put the agenda on the screen, but for what you can see at the moment, we have 2 sessions today and 2 sessions tomorrow, and those will be followed by a session on developing the declaration, which will take place in the afternoon tomorrow. So for today, we have 2 sessions. The first one on climate change and wetlands, and the second one on maximizing the delivery of global conventions for wetlands as well. So that should provide us with a good 2 hours worth of presentations from people across Africa, and then we will have a short break in the middle of that as well. So we hope that that will give us enough time to look at that, and we would ask you, if you have comments or questions, please to put them in the chat. At the end of the session, we will have an opportunity for some discussion. We will produce a declaration this time. Last time we did this, so the first version in 2021 of the NGO forum took place, and that was when we produced the declaration. And hello, Agatha, welcome. Nice to see you. Hello. I sorry, I was held up in another meeting. No That problem. took longer than I expected. Don't worry, Agatha. It's very nice to have you here. I was just starting to talk about the declaration. Yes, and I don't know, Agatha, would you like to just introduce yourself and your role? Okay, let me just find a good space to see it. Please do, please do. Okay. Agatha is very busy at a meeting in Angola at the moment, and Agatha works for WWF Zambia, so we're very pleased that she is able to dedicate some time to this, but we know you're very busy, Agatha. Okay, no, thank you very much. No problem. So my name is Agatha Chisha. I work for WWF Zambia as a wetlands officer, but I'm also a co-chair for the World Wetlands Network. Thank you. Brilliant. Thank you, Agatha. I don't know if you want to just tell us in a couple of sentences how you will help us with the COP15 in Zimbabwe. Okay. So we know that the COP15, which is the Convention on Wetlands, will be held in Zimbabwe next year in July. So basically, the conference of the Ramsar is just a conference that brings together different contracting parties, about 172 from different countries,
where they just meet to discuss issues related with wetlands management, wetlands conservation, and restoration, and how best they can adopt the resolutions that are brought forth by contracting parties. So the next COP, which is called the COP15, will be held in Zimbabwe. And as the African civil society, I'm facilitating the inclusion of different African civil society and how they can participate in the COP15 and possibly just get their challenges, how they are working in wetlands, things like that, and how we can include this in the declaration that we will develop as civil societies that could be presented at COP15. Brilliant. Yeah, thank you, Agatha. So I was just mentioning the first African Wetland Civil Society Forum. We had a similar setup to today, and we had many things coming up as part of the declaration, which included getting better involvement of NGOs in governmental decision-making, better capacity building for NGOs, raising awareness of wetlands, better involvement of youth and women in wetlands. So that declaration was used at a side event at the last COP, and we hope that this declaration will also go towards informing the COP, particularly because it's being held in Africa, of the issues that African wetland NGOs are facing. Agatha, I don't know if you want to talk a bit more about the declaration. Yes, please. So this declaration, it will be based on what we discuss as civil society at this webinar we're having today and tomorrow. So basically what we're trying to do is just gather the successes, lessons learned, the challenges of what we've been facing. Mostly civil societies in Africa working in wetlands, they face a lot of challenges, some of which are financial constraints, encroachment into wetlands, deforestation, things like climate change, and cultural barriers. So these are just some of the challenges that we expect to address, but we also want to hear what other civil societies are currently facing, and also see how we can include or integrate the policies that we have in different countries into conservation of our wetlands. So basically we'll have today's session, we'll also have a session tomorrow. Then after tomorrow's session, we'll have a declaration session where we'll gather all the information that we will get from the two sessions and prepare a declaration statement that will be taken to the COP15 next year. Brilliant. Thank you, Agatha. And we will use a Miro board. We will talk you through that. But during the presentations, if you have comments, please put them in the chat box, or we will introduce the Miro board to you in the chat as well. And that is a platform where you can add comments live. So we'll talk through that a little bit later. I just wanted to then refresh us on the housekeeping rules. I don't know whether Connor or Khulud, if you could just share the screen with the housekeeping once more, and we'll just check that everybody is happy with that. If anybody has translation issues, please tell us and we can go through that again. Si jamais il y a quelqu'un qui a des problèmes avec la traduction directe, s'il vous plaît, faites signe maintenant et on peut refaire les instructions. Mais sinon, j'espère que la traduction devrait marcher pour tout le monde. Okay, so if possible, if you could use your full name and your organization in the Zoom software, just so we know who everybody is. When you're putting a question in the chat box, please clarify which presentation you're referring to and which presenter, and the chair will select some questions. Technical questions can be directed at the technical facilitator. This is particularly for the panelists, but please mute your mic to reduce any background noise. If you have connection problems, then consider, you may not wish to have your camera on, but it's nice to be able to see someone. So if you can, please do have your camera on. Stable internet and headphones, clearly very important if that's possible.
questions for the Q&A discussion can also be put in the chat box. Please do keep any comments or discussions respectful and on topic. And our team is here. So Khulud and Connor are here to help you with any questions or technical issues. So please do call on them if you need them. Finally, schedule breaks will be announced. So I think that's it on the introduction. I don't know whether Connor and Khulud, whether you wish to talk about the Miro board or just introduce that while we're on that topic. I can see that Khulud has put the link to the Miro up there. So if you would like to just click on that link, and that will take you directly to the Miro board. Then if we have any other issues, we can talk you through those. But we really want to collect your comments and your points of view. So please don't be shy. Please do put any of your comments into the chat box or the Miro as soon as you like. So if that is all, then I think we can start with the first session. Whether we want to just jump on in there. So the first session is climate change and wetlands. So I'd like to invite the host for that session to join us now. Let's see, I don't have this on my screen, but Agatha, do you know who the host is? Or Imen? Bonjour. Oui. Bonjour Imen, comment vas-tu? Bonjour tout le monde. Donc, je me présente, c'est Imen Labidi. Je suis aujourd'hui la modératrice de cette première session sur les eaux humides et les changements climatiques. Donc, je vois que tous les participants et les intervenants sont là. Donc, on va commencer par la première participation dénommée les rôles de la gestion rationnelle des eaux humides du bassin du Congo sur la réglementation, effet du changement climatique en République démocratique du Congo par Monsieur Witanen Milingue Ladislas. Donc, monsieur, si vous êtes là, vous avez la parole. Merci beaucoup. On avait déjà parlé par rapport au contexte qu'on a dit que les zones humides du bassin du Congo jouent vraiment un grand rôle dans la régulation du climat. Par rapport d'abord au stockage de l'eau que nous voyons, il joue le rôle, mais aussi dans la capitalisation des effets et la réduction des chocs vis-à-vis du changement climatique. Et on avait déjà parlé par rapport au type de zones humides que nous avons au niveau du bassin du Congo. Nous avions dit au niveau du bassin du Congo, nous avons des catégories de zones humides. Nous avons des zones humides naturelles et des zones humides artificielles. Par rapport aux zones humides naturelles, nous avions dit nous avions des mangroves, nous avons des rivières, nous avons des étangs, nous avons des plaines d'inondation, nous avons des tourbières. Ça, c'était par rapport aux zones humides naturelles. Par rapport aux zones humides artificielles, nous avions dit que nous avons des états piscicoles, nous avons des marais salants, nous avons aussi des rizières. Maintenant, on parlait par rapport au constat que nous avions constaté vis-à-vis des états, donc l'état des zones humides du bassin du Congo. On disait que les zones humides du bassin du Congo, compte tenu de leur valeur nationale, provinciale, internationale, nous avions constaté à un certain moment il y a un délaissement par rapport à la valorisation aux côtés des bailleurs de fonds, mais aussi par rapport à l'État congolais. Parce que plus tard, nous avions constaté que dans les zones humides du bassin du Congo, il y a des espèces rares, des espèces animales, mais aussi des espèces faune et fauniques. Nous avons des oiseaux, nous avons des reptiles, nous avons des mammifères. Et d'une part, on ne prend pas compte de ça dans la conservation vis-à-vis des zones humides du bassin du Congo parce qu'on continue toujours à détruire leur habitat. Et nous, comme les défenseurs des zones humides, cela ne nous plaît pas. Et c'est pourquoi nous devons toujours chanter à haut pour voir comment intervenir par rapport à la protection des zones humides du bassin du Congo. Maintenant, autre point, c'est le rôle que jouent maintenant les zones humides du bassin du Congo. Et comme nous pouvons le voir, les zones humides du bassin du Congo jouent plusieurs rôles. Mais si on va juste parler par rapport aux 4 rôles, premièrement,
Les zones humides du bassin du Congo jouent un rôle de la protection parce qu'en absorbant les vagues et en protégeant les érosions, il limite aussi largement les effets dévastateurs des inondations et ouragans, mais aussi des tsunamis, comme nous le voyons. Mais aussi, les zones humides du bassin du Congo jouent un rôle de ponte de nipsières. Donc, les mangroves, mais aussi beaucoup d'espèces disparaître rapidement, comme les tortilles marines, les pangolins. Nous voyons ici les lamentaires et d'autres espèces. Ça joue aussi un rôle de garde-manger. Ça permet en fait formidablement la concentration des matières organiques, ce qui lui permet de nourrir en fait la faune, mais aussi l'homme, il trouve en fait son compte. Mais aussi les zones humides du bassin du Congo jouent un rôle du puits de carbone. Depuis longtemps, les experts de la RDC ont chanté tout haut dans les conférences des partis par rapport au rôle que jouent les zones humides du bassin du Congo comme puits de carbone, parce que les mangroves, il a une capacité d'absorption au moins de CO2 et participe à la limitation du réchauffement climatique. Maintenant, quels sont maintenant les bénéfices que nous trouvons par rapport à la gestion rationnelle des zones humides comme nous pouvons le voir? Premièrement, comme nous avions dit, les zones humides, si une fois ils sont gérées, ça regorge la biodiversité. Et comme vous voyez, il y a beaucoup de recherches qui ont dit qu'il y a au moins 100 000 espèces, dont 12 sont dans les zones humides. Et du jour au jour, il y a la découverte des espèces qui sont dans les zones humides. Il joue aussi le rôle d'affaiblissement naturel des chocs, mais aussi les tourbières qui ont une forte capacité dans la séquestration de carbone, mais aussi les zones humides du bassin du Congo aident dans la lutte contre les changements climatiques. C'est pour cela que nous, de la RDC, nous avions toujours dit que les zones humides du bassin du Congo aident la RDC à remplir son rôle comme pays solution avec la transition écologique en agriculture, il y a les transports, il y a l'énergie. Malgré ça, mais les zones humides du bassin qui les touchent, et ici nous avions essayé un peu d'identifier, il y a par exemple le développement urbain qui s'est fait au niveau des zones humides du bassin du Congo, il y a la construction anarchique, il y a la pollution avec les déchets, que ce soit les déchets plastiques, les déchets liquides. Il y a aussi ce qu'on appelle l'agriculture non adaptable, quoi. Au niveau des zones humides du bassin du Congo, il y a la croissance démographique, il y a la surexploitation des ressources naturelles au niveau des zones humides, mais aussi il y a les effets du changement climatique et pourquoi pas l'exploitation minière qui se font au niveau des zones humides du bassin du Congo. Maintenant, en termes de conclusion, on peut dire ici que les zones humides du bassin du Congo ne sont pas des places arides ou des espaces inutiles qu'on conviendrait à dessécher à des fins d'exploitation vorace, mais ce sont des réceptacles et des incubateurs de vie indispensables à la biodiversité et à l'équilibre en fait du changement climatique. Mais pour finir, en quelques recommandations que nous avions aussi prévues, et donc c'est toujours alerter les bailleurs de fonds et les gouvernements d'affecter en fait les fonds dans la gestion et la protection des zones humides du bassin du Congo, qui est déjà aujourd'hui un poumon du monde. Mais aujourd'hui, quand vous regardez comment est-ce que les zones humides du bassin du Congo sont délaissées, et cela donne en fait la place à d'autres destructeurs de continuer à détruire en fait les zones humides du bassin du Congo. Ça, c'est un par rapport des jeunes chercheurs pour découvrir en fait la valeur et les potentialités des zones humides du bassin du Congo, parce qu'à un certain moment, les potentialités et les bénéfices des zones humides du bassin du Congo ne sont pas connus. Mais aussi, on continue toujours à parler ou à dire à la communauté d'alerter toujours quand il y a en fait des activités qui se font dans les zones humides et qui ne collent pas à la protection des zones humides, mais aussi à promouvoir toujours une bonne gestion au niveau des zones humides du bassin du Congo, qui fait aujourd'hui l'espoir de la génération présente et future de la population du continent africain et pourquoi pas du monde entier. À quelques mots, voici ce que nous avions prévu pour le deuxième forum de la société civile africaine pour
les zones humides. Nous disons et nous vous remercions. Merci beaucoup, monsieur, pour cette présentation claire et d'avoir présenté ce rôle important du bassin des Olympiques du Congo et pour les recommandations à la fin. Donc, je m'adresse à tous les participants de mettre leurs questions au chat et on passe à la deuxième présentation de monsieur Mohamed Benafar, qui est nommé l'arsenal juridique marocain potentiel sauver la zone humide de l'embouchure de la Moulaya. Monsieur Benata, vous avez... Bonjour Iman, ça va? C'est moi qui va partager l'écran ou bien quelqu'un qui va se charger de présenter la communication? Normalement, c'est à nous de partager. Ça glisse, hein. Ah, D'accord. c'est bon. Alors, mon nom c'est Benatta Mohamed, je suis ingénieur agronome, comme je suis docteur en géographie, je préside une association, l'Espace de solidarité et de coopération de l'Oriental ESCO, et je suis aussi coordinateur d'un collectif d'associations dans la région du Maroc oriental. Donc, mon intervention va s'intituler l'arsenal juridique marocain peut-il sauver la zone humide du site d'intérêt biologique et écologique de la Moulouia? Mon plan après une introduction pour souligner l'intérêt écologique de ce site d'intérêt biologique d'Amoulouia, voir quelques facteurs de dégradation, quel débit écologique pour ce site, et voir un petit peu les lois qui protègent l'environnement et les débits écologiques de l'Amoulouia, et on va essayer de conclure. Donc, le site d'intérêt biologique et écologique de la Moulouia représente une valeur patrimoniale indéniable du fait qu'il constitue l'estuaire de la plus grande rivière du versant méditerranéen du Maghreb et l'un des plus longs oueds au Maroc. Il est caractérisé par une grande diversité d'habitats, la censure la plus large de l'Afrique du Nord, une place sableuse parmi les plus longues de la Méditerranée, un lit majeur d'aspect fluvial. Il est largement inondé en permanence le long de l'année, unique sur le versant méditerranéen du Maroc, une forêt alluviale de tamarix. La faune et la flore y sont particulièrement riches. À titre d'exemple, le nombre d'espèces d'oiseaux correspond à près des 2 tiers du total des espèces existantes au Maroc. La flore, les invertébrés, les brétophones, y montrent un fort taux d'endémisme et des particularités biogéographiques d'un grand intérêt. Donc, ces fonctions écologiques sont nombreuses dans l'absorption des inondations de la rivière, un milieu très important pour la migration de nombreuses espèces de poissons devenus rares ou menacés au Maroc, et un lieu de repos, de nidification ou d'hivernage pour nombreuses espèces d'oiseaux d'intérêt mondial, le goéland d'Audouin, les sarcelles marbrées, etc. Ce site constitue également l'un des derniers refuges pour un grand nombre d'espèces endémiques menacées ou en voie de disparition à l'échelon national et régional. Il y a aussi une grande diversité biologique au niveau du milieu aquatique. Nous avons le barbu moulouiensis relativement à la rivière Moulouia, le barbu calensis, le barbu nassus, l'alosse, la grande alosse, l'alosse pala et l'anguille anguilla. Donc, une grande diversité aquatique. La dernière étude effectuée en 2016 par le Bureau d'études Biotope avait recensé plus de 430 espèces végétales, plus de 287 espèces d'oiseaux, 16 espèces de poissons, 71 espèces marines et 4 espèces d'amphibiens, 16 espèces de reptiles. Alors, nous assistons actuellement à plusieurs facteurs de dégradation, notamment le dessèchement. Plusieurs zones de cette zone humide sont desséchées, comme nous avons la pollution chimique, la pollution plastique et organique, le dessèchement du marécage de Chiralba depuis ces dernières années, le dessèchement du bras mort aussi de temps en temps, et nous avons aussi l'obstruction d'un canal en provenance d'une résurgence à une zebda qui alimente ce bras mort. Actuellement, nous assistons à un nouveau facteur de dégradation qui impactera négativement la zone humide du site d'intérêt biologique de la Moulouia, qui est un projet de construction d'un nouveau barrage au niveau de Mashra' Safsaf. Slide. Donc, ce barrage, il se situe en aval du dernier barrage qui est sur la Moulouia, qui est Mashra' Ahmadi, et il va se situer à quelques kilomètres, une trentaine de kilomètres de la rive de la Méditerranée.
Alors, quel arsenal juridique qui existe au Maroc pour protéger les écosystèmes et le Maroc a notamment signé plusieurs conventions dans ce sens, notamment la Convention internationale sur la conservation des zones humides, la Convention de Ramsar, et aussi la Convention internationale sur la conservation de la diversité biologique. Nous avons aussi plusieurs lois nationales, notamment la Constitution, il stipule le droit d'accéder à l'eau, à un environnement sain et au développement durable. Nous avons aussi la Charte nationale de l'environnement et du développement durable, la loi 99-12, la loi la loi d'impact sur l'environnement 1203, la loi sur l'eau, la loi sur les zones protégées, la loi 2905 relative à la protection des espèces et des animaux menacés. Alors, la politique publique en matière de protection des écosystèmes de la zone humide, ce site de l'embouchure de la Moulouya a été classé site d'intérêt biologique et écologique en 1996 et il a été classé site Ramsar en 2005. Donc, le Maroc, en signant ce traité, le Maroc s'est engagé devant les instances internationales à protéger et préserver ses qualités naturelles selon lesquelles son inscription sur les listes Ramsar était acceptée et à intégrer sa préservation dans tous les projets d'aménagement et plans d'aménagement, notamment pour les villes riveraines comme la ville de Seydia et la ville de Ras El-Ma. Nous avons aussi, nous pouvons dire dans un discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI, dans une lettre adressée à la COP de Paris, l'implication du Maroc dans cette direction se manifeste également dans la représentation du réseau de bassins fluviaux qui assure l'écoulement de l'eau à travers des canaux qui maintiennent la stabilité des écosystèmes. Slide. La loi marocaine 3615 relative à l'eau, il stipule que les concessions d'eau du domaine public doivent prendre en compte les exigences du plan de gestion des zones humides lorsqu'il existe et garantir un débit d'eau minimum défini par une loi réglementaire pour protéger les droits des tiers et des animaux et des plantes aquatiques en aval de l'entreprise dans ces articles 96 et 97. Donc, nous avons posé cette question, quel débit écologique pour le site de l'embouchure de la Moulouya? Nous avons posé cette question à M. le ministre de l'Agriculture et à M. le ministre de l'Équipement. Dans leur réponse, slide, selon le ministère de l'Agriculture, il dit qu'il va prendre en considération un débit écologique de 0,5 m3 seconde dans ses projets de pompage des eaux pour l'irrigation. Pour le ministère de l'Équipement, d'après le ministre, l'Agence du bassin hydraulique de la Moulouya a déterminé les besoins pour un débit écologique du site de la Moulouya à 1 m3 seconde. Seulement, alors, dans une étude de cas similaire à la Moulouya effectuée par une équipe de scientifiques de l'Institut de Rabat, sous la direction du professeur Khawi, il a abouti à la recommandation suivante pour le débit écologique du Sebou, qui est une grande rivière comme la Moulouya au Maroc, et il préconise un débit écologique moyen de 3 m3 à partir duquel la qualité des habitats des poissons serait maintenue. Alors, qu'en est-il, et c'est là la question, qu'en est-il de l'application de la notion du débit écologique au Maroc? À ce jour, cette notion du débit écologique, malheureusement, et malgré la loi sur l'eau et les hautes instructions loyales, elle n'est pas appliquée sur le terrain. On constate plutôt que la majorité des bassins hydrauliques se ferment de plus en plus au Maroc. L'exemple du bassin de Drar, le bassin de Sousmassa, le bassin de Tensift, le bassin de Marabé et malheureusement, très possible, le bassin de la Moulouya. Alors, si on suit un petit peu le débit moyen de la Moulouya au niveau de la dernière station de l'Oued avant de déboucher sur la Méditerranée, nous avons, avant 1956, avant la construction des barrages, un débit d'environ 30 m3 secondes. Après la construction des grands barrages, il y en a 4 et d'autres barrages moyens, le débit n'est plus que de 7 m3 secondes. Et après la construction d'une station de pompage en 1995 à Moulay Ali, on n'a plus que 3,1 m3 secondes. Et après la construction dernièrement de la station d'Oulet Stout, on n'a plus que 1,6 m3 secondes qui est prélevé aussi par les éleveurs riverains. Et si par malheur ce barrage à Machra s'est déconstruit, il n'y aura plus aucune goutte pour la zone humide de la Moulouya. En conclusion,
le programme de surélévation du barrage Mohamed V qui est en cours et le projet de construction d'un nouveau barrage au niveau de Meshra Sefsaf et d'autres barrages sur les affluents de la Moulouya risquent de porter une atteinte très grave à la biodiversité et au devenir de la zone humide de l'embouchure de la Moulouya qui revêt une importance internationale. Nous avons quelques suggestions. D'abord, doter la Moulouya de la personnalité morale et juridique pour lui permettre de se défendre devant les instances et devant la juridiction. Doter le site de l'embouchure de la Moulouya d'un statut plus fort conformément à la loi 2207 sur les aires protégées et ses arrêtés d'application, doter le site de l'embouchure de la Moulouya d'un plan de gestion, réaliser une étude scientifique pour déterminer le débit écologique nécessaire au site de la Moulouya, respecter le débit écologique du site conformément à la loi sur l'eau numéro 3615, publier les arrêtés d'application des articles 25, 96 et 97 de la loi sur l'eau et revoir le plan pour l'irrigation et l'eau potable 2020-2027, notamment éviter la construction du barrage au niveau de Meshra Sefsaf et d'autres nouveaux barrages. Merci pour votre attention. Merci, monsieur, pour cette présentation claire et surtout qui résume la situation. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a c'est le cas de la plupart des pays, mais l'application, voilà, on discutera ça plus tard. Merci aussi Ruth de m'avoir mentionné qu'il y a une rubrique pour les questions-réponses. Je croyais que c'est dans le chat. Donc, vous avez et R, donc c'est la partie qui est réservée aux questions pour les intervenants. Moi, j'ai pas fait attention au début. Et maintenant, on va passer à la troisième présentation par Madame. Donc, Bonjour Imen, bonjour à tous, à toutes oui. et à tous. Ma caméra a décidé de ne pas fonctionner aujourd'hui, donc je m'excuse, il n'y aura pas de visio. Par Vous avez contre, la parole. Vous voulez, juste, je vais mentionner le titre de votre présentation. C'est African Women and the Challenges of Climate Change. C'est les ONU africaines et challenges en français. Euh, donc, les défis. oui, voilà. Donc, parce qu'il y a la traduction à l'anglais. Donc, les ONU africaines et les défis des changements. Voilà, donc vous avez la parole. Merci beaucoup Imen, merci. Et donc, ma présentation, je vais la faire en anglais et si jamais il y aurait quelques questions ou des interventions, je pourrais répondre en français. So, African wetlands are they are areas. So the definition of wetlands, they are areas where water is the primary factor controlling the environment and the associated plant and animal life. This is the Ramsar Convention on wetlands. So they include all areas that are permanently or frequently recovered by water and could be at the edge of a lake or the mouth of a river. Next slide, please. They have also constituted a lot of cultural, scientific, recreational, economic values, which is estimated to be 5 times greater than of tropical forests. The total extent of the African wetlands between 2019 and 2021 is more than 1,300,000 kilometers square, which represents 3.4 at least almost of Africa's total surface area. Africa is rich in wetlands that are important for their global contribution to ecosystem services and climate change mitigation. The African countries have made remarkable progress in developing wetland conservation and management policies by the signature of Ramsar Convention by 50 nations and the inscription of 425 sites of Ramsar sites in Africa. On a global scale,
wetlands are disappearing 3 times faster than forests, making them the most threatened ecosystem on the planet. The situation is worsening due to climate change, demographic and anthropogenic pressure, urbanization, delta drainage, and land use change, mainly due to conversion to agricultural land, which are the most significant threats. African wetlands, they support millions of people around Africa. They provide stable foods such as rice and fish and materials for up to 15% of world's population. They offer a source of fresh water, fisheries, moist soil of farming, and wild plant for food, construction, and medicinal uses. They also help control floods, maintain rivers in dry seasons, and recharge groundwater and purify it. African wetlands are threatened by habitat loss and degradation, invasive alien species, pollution, overharvesting, and climate change. Between 1970 and 2015, inland and coastal wetlands both declined by about 30% globally. That's 3 times the rate of global forest loss. African wetlands and climate change. So, although warming in Africa started at the beginning of the 20th century, the increase in temperature after 1970 exceeded the provisional natural variability. Africa became warmer on average by 0.5 degrees during the last 3 decades of the 20th century, and temperature over the continent is expected to increase by 1.4 up to 5.8 degrees Celsius by 2050. The effect of this regional increase in temperature has been detected in many African lakes, especially within the Great Lakes region. The temperature of lakes Albert, Kivu, Tanganyika, Malawi, Victoria, and Kariba, the temperature increased from 0.2 to up to 1.5 degrees Celsius since 1900. If we take the lake chart, the expansion, the geographical expansion of lake chart has it has shifted dramatically. It has been since 1963 up to 2017. The shape has drifted. Next slide, please. So over the 6 decades, the size of the lake has decreased in an alarming rate, mainly due to excessive water use, prolonged periods of droughts, and the effects of climate change. From 26,000 kilometers square in 1963, the lake has shrunk to less than 1,500 kilometers today. This has been characterized as an ecological disaster, leading to the destruction of ecosystems and the loss of invaluable biodiversity, especially the endemic species. In the case of Lake Victoria, it's the same case, but here it's the use, the land use, land cover of the surrounding the lake, which has really changed over the years. That has led to the shifting of the lake and the endemic species and other. Okay, and they reduce water level menace to landing too. So now that we are aware of the extent of the anthropogenic and climatic change damage in African wetlands, we have and we must to act now. Thank you very much. Merci, Madame Kautel, pour cette présentation vraiment qui est alarmante, qui présente vraiment à quel point la situation elle est un peu critique, et plutôt beaucoup critique. Donc,
Donc, bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez les adresser maintenant dans la rubrique questions-réponses et on aura du temps pour répondre à vos questions. Donc, ici, nous avons reçu quelques questions. Bon, je pense qu'on peut commencer la session questions-réponses après les présentations. Euh, donc, la première question, elle va s'adresser au premier intervenant. Donc, c'est par Monsieur Aboukar Mohamed qui dit quelles sont les initiatives locales prises pour la préservation des zones humides en République démocratique du Congo. Donc, Monsieur Witanan, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous arrivez à saisir la question? Oui, je suis là. Je peux répondre? Oui, oui, bien sûr. Merci beaucoup, cher Aboubakar. Par rapport à votre question de savoir quelles sont les initiatives pour préserver ou protéger les zones humides du bassin du Congo, et je vais vous rappeler qu'au moins les organisations de la société civile et les groupes de jeunes n'ont pas croisé les bras. Et les initiatives, il y en a par exemple les sensibilisations que nous faisons au niveau des médias, des radios, pour montrer aux communautés en fait quels sont les bénéfices, mais aussi les inconvénients par rapport à une mauvaise gestion de ces zones humides. Ça, c'est un. D'aider, nous faisons les activités de restauration, bien de reboisement dans les zones humides par rapport au type et espèces d'arbres qui convient par rapport à l'état de la zone humide que nous avions identifiée. Mais aussi, nous faisons les plaidoyers au gouvernement congolais et à d'autres partenaires pour ensemble initier des actions qui pouvaient en fait nous permettre de sauver ces zones humides du bassin du Congo aujourd'hui qui contribuent en fait à la vie au niveau du monde entier. Merci beaucoup. Mhm. Merci. Donc, j'espère que la réponse, elle était claire pour vous tous. Donc, on a aussi une autre question. On peut prendre d'autres questions. Elle s'adresse à vous également. Donc, et dans la question, Monsieur Géant Chuma, il vous dit que vous avez mentionné Marais Salan dans la République démocratique du Congo. Dans quelle partie c'est-à-dire du pays, vous avez trouvé ces zones-là? Et s'il y a des publications sur ça qui sont disponibles. Donc, il dit également qu'il y a seulement la partie ou la zone qui est à côté de Mandobé qui est étudiée. Quelles sont les autres zones qui sont aussi qui ont été oubliées? Et qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça? Vous pouvez répondre, bien sûr, si vous avez une question. Madame, je n'ai pas bien compris la question. Je ne sais pas si vous pouvez encore revenir. Ok, je vais revenir parce que je vais vous faire la traduction. Donc, il a dit que Oui, vous avez mentionné dans votre intervention le mot marais salant. oui, Oui. Donc, dans oui, quelle partie c'est-à-dire du pays, vous avez trouvé ces marais salants? Et oui. est-ce qu'il y a des publications qui ont été faites sur ça? Et est-ce que il y a d'autres zones qui ont été étudiées? Et qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça? Ok, je pense que les marais salants, on les trouve au niveau du Congo central, hein, à l'est, à l'ouest de la RDC. Mais tantôt, comme nous avions dit, comme les insuffisances, c'est parce qu'au moins les zones humides du bassin du Congo, il n'y a pas de recherches qui se font en fait pour découvrir en fait les besoins, donc l'importance et les rôles qu'ils jouent dans la réglementation du changement climatique. Mhm.
D'accord, donc on va prendre d'autres questions. Il y a une question par Madame Kawthar Hamrouni. Donc, quelles sont les pratiques écocidaires émergentes dans les zones humides euh, non, c'est plutôt une question qui s'adresse à Madame Kawthar Hamrouni. Kawthar, si tu es là. Donc, quelles sont les pratiques écocidaires émergentes dans les zones humides dans les pays du Sahel? C'est la question de Monsieur Aboukar Mohamed. Oui, d'accord, merci. Alors, en ce qui concerne tout ce qui est zone humide au niveau du Sahel, vous savez, mais actuellement, c'est une zone qui est très menacée par la sécheresse et par l'augmentation de la température, mais également par la destruction, enfin la pression anthropique qu'exercent les populations sur les zones humides. Maintenant, ce qui est en train de se passer, euh, c'est une action de reboisement, une action de conservation, notamment à travers l'inclusion des zones humides dans le programme de la Grande Muraille verte, qui est actuellement très en avant, parce qu'il y a des progrès au niveau des projets qui sont en train d'être impliqués au niveau de cette zone, mais également une grande sensibilisation de la population afin d'adopter différents modes d'agriculture, notamment l'agroécologie, l'agroforesterie, et donc une bonne gestion des ressources en eau, mais également une gestion des rivières, une gestion du pâturage. Donc c'est tout un programme. Et à l'OSS, par exemple, nous sommes en train de mener des activités. Nous avons déjà entrepris des projets tels que BRICS dans le Sahel, des projets PNUE, GEF, et actuellement, nous allons établir un autre projet qui s'appelle la résilience des populations face au changement climatique au niveau du Sahel. Et c'est un projet GEF-IFAD qui va s'étaler sur 6 mois, sur 6 ans, qui va concerner toutes les zones sèches des pays du Sahel, donc disons, du Sénégal jusqu'en Éthiopie. Merci, merci Madame Kaffel pour ces réponses. Donc, pour varier juste un peu les questions et peut-être on peut revenir sur les autres interventions. J'ai reçu une question par rapport, c'était dans le chat, par rapport à la présentation de Monsieur Mohamed Benatta. Cette question, elle dit que est-ce que vous faites des campagnes de sensibilisation au niveau de la population? Donc, si Mohamed, si vous voulez répondre. Oui, bien sûr, on le fait. On ne fait que ça d'ailleurs. La sensibilisation, aussi bien de la population locale que des décideurs au niveau des administrations, des institutions responsables de la gestion de ces zones humides. Et malheureusement, nous sommes très inquiets sur le devenir de cette zone. Maintenant, avec la succession des années de sécheresse, tout le monde il convoite ces eaux qui sont nécessaires pour le maintien de la vie aquatique dans les zones humides. Sans eau, on ne peut pas avoir des zones humides. Et donc, il faut, comme le prévoit la loi, respecter un certain débit. Et c'est là donc l'objet de notre plaidoyer ces dernières années pour sauvegarder un minimum de débit d'eau pour la zone humide de la Moulouia. Et nous sommes très inquiets à ce sujet parce que plusieurs bassins versants au Maroc, ils ont été fermés. D'ailleurs, dans plusieurs pays africains et aussi partout dans le monde, beaucoup de cours d'eau, ils ont été arrêtés et ils ne communiquent plus avec la mer, soi-disant qu'on n'a pas le droit de perdre de l'eau, mais ces eaux, ils sont nécessaires pour le circuit de la vie, pour permettre aux poissons migrateurs d'entrer, de remplir leur cycle de vie pour pondre les œufs pour l'éclosion, pour le retour. Et donc, un débit minimum doit être maintenu pour ces zones humides. C'est nécessaire. Mhm.
D'accord, merci pour votre réponse. On peut peut-être prendre une ou deux autres questions très rapides avant la fin de cette session. C'est une autre question qui est dans le chat, qui n'est pas reçue dans la liste des questions. Et par la suite, peut-être vous pouvez adresser des messages privés si vous n'avez pas reçu de réponse pendant la session de discussion aux intervenants. Ils pourront peut-être vous répondre. La question est dit, c'est évident que les zones humides sont sous pression en Afrique. Qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à ça? Ça peut être adressé à tous les intervenants. Si c'est nécessaire de combiner les différentes approches en tant que société civile et de confronter ou de se présenter aux autorités c'est-à-dire les responsabiliser. C'est adressé en anglais, donc je fais la traduction en même temps. Si on peut clôturer par cette question, parce que je vois que cette question, elle dit l'essentiel. Donc, euh, euh, si quelqu'un de vous, les trois intervenants, a une réponse ou quelque chose à dire par rapport à cette question, vous pouvez répondre. Je peux commencer, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, voilà. Vous pouvez. Je pense que cette question est très capitale par rapport au forum, bien à l'activité d'aujourd'hui. Mais la première des choses, c'est quoi? C'est dans nos pays, nous devons avoir des lois qui protègent en fait les zones humides au niveau de nos gouvernements. Parce que si nous avons des lois, ça va nous permettre dans la gestion, parce que ça va nous servir comme des boussoles dans la gestion des zones humides qui aujourd'hui sont détruites avec les individus, mais aussi les entreprises. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que les gouvernements et toutes les parties prenantes s'intègrent dans la gestion et la gouvernance des zones humides. Une chose qu'on n'arrive pas à constater au niveau de la RDC, mais aussi dans d'autres pays, moi, ça, je passe. Ladislas, s'il vous plaît, la traduction ne marche plus. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous avez changé la langue? Bon, j'ai eu peut-être un problème de la connexion qui a fait peut-être à ce que je puisse revenir encore. Ah, d'accord. Est-ce que vous pouvez refaire la langue parlante? Sinon, pour les anglophones, je crois que ça ne marche pas. Apologies everyone. I think the connection cut and maybe the translation turned Je ne sais pas si ça marche maintenant. Allô? Continuez, s'il vous plaît. OK. Je parlais que c'est sensibiliser toutes les parties prenantes de s'intégrer dans la conservation et protection des zones humides. La deuxième des choses, c'est initier les plaidoyers en fait aux partenaires, parce qu'aujourd'hui nous parlons des zones humides, mais nous n'avons pas de financement qui vont nous permettre de réaliser nos activités sur le terrain. Parce que je parlais ici, il y a par exemple, il y a les zones humides au niveau de la RDC que les entreprises minières exploitent. Mais si on voulait en fait faire des campagnes en fait par rapport à ça, comment on va les faire? On n'a pas de moyens parce que ça nous demande des moyens. Aussi, c'est concevoir les mécanismes de gestion des zones humides. À un certain moment, nous voyons les mécanismes que nous avons, c'est au niveau international, mais au niveau local, ça ne colle pas avec la réalité au niveau en fait de la communauté locale qui sont les bénéficiaires directs par rapport à la. Alors, je vais finir en disant que nous devons mener des recherches par rapport à la gestion des zones humides et ces recherches peuvent nous guider dans la recherche des fonds, quel que soit au niveau des barres des fonds, mais aussi ces recherches vont nous aider à convaincre les gouvernements pour qu'ils puissent s'impliquer dans la gestion des zones humides en Afrique, mais aussi dans tous les pays au niveau du continent africain. Voici en fait mes contributions par rapport à cette question. Merci. Oui, vas-y, monsieur. Oui.
Enfin, je pense que c'est pas exactement les lois parce que, comme je l'ai montré dans mon intervention, que les lois, elles existent. Les conventions, ils sont signées. Euh, Ce qui manque, c'est la mise en œuvre de ces lois. Les lois, ils sont là, mais ils ne sont pas respectés. On parle de débit écologique dans les lois, dans la loi sur l'eau, dans le- les directives européennes et tout. On parle de ce débit écologique, mais quand vous allez sur place, les zones humides, ils disparaissent. Ils sont asséchés, ils sont comblés pour gagner de l'espace, pour gagner du terrain au profit de l'extension de l'urbanisme. On construit des hôtels, on construit des stations balnéaires au détriment des zones humides. Donc le problème, il est vraiment très, très grave. C'est Mhm. beaucoup plus que les lois. Il faut que cette volonté politique, il faut que ce soit réel, qu'on défend, qu'on est conscient du fait que les zones humides sont nécessaires pour l'avenir de l'homme. Et ce message-là, malheureusement, il est ignoré par les décideurs, une grande partie des décideurs. On le retrouve dans les messages officiels, dans les discours officiels, au niveau des COP, les présidents et les chefs d'État. Ils ne cessent de parler des zones humides, mais au niveau du terrain, on est en train de perdre du terrain. On est en train de voir des zones humides transformées en stations balnéaires, en hôtellerie et tout. Et ça, c'est vraiment malheureux. Je pense que ça doit être traité au niveau des COP, au niveau international, pour dire ce qui se passe sur le terrain. Les zones Mhm. humides sont en train de disparaître. C'est ça la réalité. Ils disparaissent à une vitesse vertigineuse. Merci. Exactement. Merci, Monsieur Benata, pour cette explication. C'est le même cas dans tous les pays, c'est-à-dire que ce soit de l'Afrique du Nord ou de toute l'Afrique, les lois existent. Aussi, moi, je veux donner une autre remarque. C'est par rapport que ces zones humides sont divisées parce qu'on trouve ceux qui sont avec des ministères bien particuliers, l'agriculture, le domaine hydraulique public, c'est mélangé donc et on ne sait pas quel est le vis-à-vis souvent pour s'adresser. Donc, je vous invite tous à faire une réflexion par rapport à toutes les interventions qu'on a eues et bien sûr, par rapport à notre thématique de la première session, les changements climatiques, c'est pour avoir vos recommandations, vos idées, quelles sont les solutions et qu'est-ce qu'on peut adresser à la fin, c'est-à-dire dans notre déclaration pour la COP, qu'est-ce qu'on peut dire aux décideurs, aux pays par rapport à ça. Donc, notre session, elle arrive à fin. Nous avons 5 minutes de repos avant de reprendre c'est-à-dire la session suivante. Merci à vous tous.